matin sur France 3 Bretagne. Je suis ravie de vous retrouver dans Vous êtes formidable. Itinéraire ce matin d'une famille de voyageurs, une passion transmise sur 3 générations, 85 ans d'histoire, de l'autocar à l'agence de voyage, aux agences de voyage. Vous allez nous raconter cette belle épopée familiale. Michel Salin, merci d'avoir accepté notre invitation. Et au cours de cette émission, à nous de vous faire découvrir une autre application. Annick Lebihan, présidente et cofondatrice de GoEase, une application pour vaincre le décalage horaire. Michel Salin, on dit souvent que les Bretons sont des grands voyageurs. Ça fait partie de l'ADN de votre famille? Oui, parce que mon grand-père est parti en 1927 à New York, en bateau à l'époque. Mon grand-père est originaire du centre Finistère, à Dardoup, de Colorec. Et il est parti, comme les gens de Roudoualec, de Gourin, pour essayer de gagner un peu d'argent. Il est allé dans une briqueterie, il est revenu en 1932, toujours en bateau. Mon père était né en 1925, donc mon père l'a revu sans le reconnaître en 1932. Et au final, il voulait acheter une ferme et il a acheté un autocar. C'est comme ça que l'entreprise a commencé. Et justement, on va voir cette image que vous nous avez envoyée, cette photo de votre grand-père devant un autocar. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette photo? Parce qu'il pose fièrement devant cette photo. Cette photo a été prise à Saint-Ségal, à côté de Pont-de-Buis, vous voyez. Ouais. Et mon grand-père et mon père qui est à la vitre. Oui, on le voit caché, oui. Et ma grand-mère qui veille fidèlement sur l'autocar. Ouais. Il y avait beaucoup d'entreprises d'autocars à cette époque dans le Finistère? Nous étions quelques entreprises qui ont commencé, même avant, l'entreprise Salin. Et on n'est certainement pas la seule à avoir mis le pied à l'étrier. Et pourquoi l'autocar? Pourquoi il a choisi l'autocar? Parce qu'il y avait un besoin, il n'y avait pas beaucoup de voitures particulières. Et à l'époque, vous savez, on amenait les gens dans les dancings, comme on disait le dimanche soir, à la foire de Châtelain, au Pardon. Il y avait plein de pardons en Bretagne. Donc il y avait très peu de voitures particulières. Ouais. Donc il a commencé à faire autocar et taxi. Ça correspondait à une demande très forte de la population. Alors votre père va reprendre l'entreprise. Vous, quand vous étiez petit, quel regard vous portiez sur cette activité familiale? En fait, je suis né dedans. Le garage était au pied de la maison. Le bureau était dans la maison. Il y avait toujours les chauffeurs à la maison, des clients qui étaient tout le temps à la maison. Et dès que j'avais un moment de libre, le samedi, parce qu'à l'époque, on avait l'école encore le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche, j'allais avec mon père en car. Donc je trouvais ça extraordinaire. Et je lui demandais toujours, elle me disait, ça serait peut-être bien que tu restes faire tes devoirs. Je dis, je les amène avec moi et puis je trouverai le temps de le faire quand on est en voyage ou en déplacement. Donc dès que j'étais petit, j'étais avec mon père. Okay. Et à l'époque, les voyages se situaient uniquement dans le Finistère? Essentiellement dans le Finistère et un peu de voyages en France, des pèlerinages, ou Lourdes. Vous savez, il y avait beaucoup de pèlerinages religieux à l'époque, Lourdes, Fatima au Portugal, et puis les châteaux de la Loire, les plages du débarquement, vous voyez, les classiques, quoi. Et vous avez toujours su que vous alliez un jour mettre le pied, vous aussi, dans cette entreprise? C'est pas que je n'ai jamais voulu faire autre chose, donc j'ai toujours baigné dedans et j'ai jamais envisagé, rien d'autre de m'intéresser en fait. Et justement, on voit une photo là, je crois que c'est vous, oui. en costard très sérieux d'ailleurs, devant votre autocar. Vous avez été chauffeur. Oui, j'ai commencé en fait en 82 dans l'entreprise familiale. À 21 ans, puisque j'ai eu 60 ans, j'ai passé mon transport en commun et j'ai commencé mon père m'a laissé tout de suite la responsabilité d'un car avec 50 clients. Et il m'a dit, maintenant, faut rouler. Voilà, de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Oui. Mais avant d'avoir mon transport en commun, j'étais guide accompagnateur pendant les vacances. Donc j'étais déjà avec des conducteurs et je n'attendais qu'une seule chose, c'est de pouvoir conduire. Et justement, est-ce que vous vous souvenez de votre premier voyage en tant que chauffeur? Mon premier voyage, c'était avec les sapeurs-pompiers de Châtelain. J'étais allé au Conquet, j'avais eu mon permis le vendredi et le dimanche. J'étais avec les sapeurs-pompiers de Châtelain, avec mon papa, on était à 2 cars. Et après, le premier gros voyage que j'ai fait, c'était dans le Jura avec l'école du Nivotte. Et ensuite, des voyages organisés en Autriche. J'avais 22 ans, je me rappelle, j'ai fêté mes 22 ans avec le club de retraités de Plomodierne à Innsbruck au Tyrol. Et là, j'étais chauffeur guide. La suite de l'histoire dans quelques instants. Alors, cette entreprise locale d'autocar va se transformer en tour opérateur direction Châtelain dans le Finistère où nous attend Evan. J'ai profité de votre venue sur le plateau, Michel, pour planifier mes prochaines vacances à Châtelain.
Enfin, depuis l'une de vos agences de voyage à Châteaulin, on s'entend. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous allez nous faire découvrir aujourd'hui l'envers du décor de Salin Holidays. Avant de commencer, est-ce que les gens reviennent, après cette crise du Covid, vers les agences de voyage? Est-ce que tout simplement les gens revoyagent? Alors oui, les clients reviennent en agence de voyage avec la détente du côté de l'épidémie, de l'évolution de l'épidémie. On observe une envie de voyager qui se manifeste en agence et un retour des clients vers les agences de voyage. D'ailleurs, on est très très content de revoir nos clients qui nous ont beaucoup manqué pendant 1 an et demi. J'imagine. Et alors, dans quels endroits du monde vous les emmenez vos clients? Vous avez combien de voyages? Il est énorme ce catalogue. Alors je dirais qu'on les amène principalement là où ils ont envie d'aller et principalement dans les destinations pour lesquelles le passage des frontières est fluide, ce qui n'est pas le cas de toutes les destinations. Donc actuellement, on vend beaucoup évidemment de séjours en France, mais aussi en Europe, Europe du Sud, Espagne, Italie, de la Norvège, l'Europe du Nord, et puis un petit peu de bassin méditerranéen. Vous faites aussi des voyages en Bretagne? Bien sûr, on fait des voyages en Bretagne. On a beaucoup de clients en Bretagne, des clients qui partent de Bretagne pour aller un petit peu plus loin en France et parfois beaucoup plus loin en Europe. Et oui, parce que aussi dur à croire que ce soit, la Bretagne, c'est pas forcément, il n'y a pas que la Bretagne dans la vie. Ça, c'est moi qui le dis. Vous avez combien d'agences comme celle-ci en France? Alors nous avons 164 agences de voyage réparties sur tout le territoire. Et alors, elles sont agencées de manière à ce que, rien que quand on arrive ici, on voyage presque déjà dans sa tête. Bien sûr, l'ambition d'une agence de voyage, c'est d'être un peu le voyage avant le voyage. Donc on travaille le décor de nos points de vente et l'ambiance de points de vente dans ce sens-là. Donc par exemple, dans cette agence, vous voyez, il y a un certain nombre d'inspirations au voyage. Ça commence avec une map monde qui montre un peu l'étendue de notre activité et de notre empreinte dans le monde en termes de destination. Et puis vous l'aurez remarqué, le décor est un peu épuré. C'est fait tout simplement pour magnifier tous les documents qui sont là pour faire rêver. Et puis il y a l'écran où on voyage. D'ailleurs, on voit qu'il fait 19 degrés à Châteaulin. Ça donne presque envie d'aller à Miami. Bah oui, bon, on peut aussi rester à Châteaulin. Il fait très chaud à Miami en ce moment, donc 19 degrés à Châteaulin, c'est pas mal. Et oui, effectivement, l'écran qui, lui, a une vision plus dynamique des images de voyage avec des inspirations un peu partout dans le monde. Dans le monde du voyage, il y a la commercialisation, ce que vous faites ici, mais il y a aussi l'organisation des voyages. Et ça, comment ça se passe? Vous le faites, vous? Oui, alors nous sommes principalement à l'origine un organisateur de voyage dont le siège est ici en Bretagne à Châteaulin. Et nous sommes le leader et le lecteur numéro 1 sur la production de circuits accompagnés dans le monde entier. Donc tous les circuits qui sont dans ce catalogue sont organisés depuis Châteaulin. Absolument. Et bien ça tombe bien, on va aller voir comment ça se passe. Et peut-être même je vais peut-être réussir à trouver une place de testeur. Enfanté, prépare-toi, demain je ne serai pas là, je serai à Miami. L'espoir fait vivre. Pas, s'il te plaît. À tout à l'heure. Evan, on va revenir un peu sur comment s'est opérée cette transformation. Comment vous êtes passé d'une entreprise d'autocar à une entreprise qui propose des services autour d'agences de voyage, tour opérateurs? Le premier voyage que j'ai fait à l'étranger, comme je vous avais dit, en tant que conducteur guide, c'était au Tyrol. Donc je faisais les clubs de retraités. Une fois qu'ils avaient fait l'Autriche, l'année suivante le Portugal, l'Espagne. Et au bout d'un moment, après avoir sillonné l'Europe, ils souhaitaient aller aux États-Unis, au Canada, en Turquie. Alors, ils me sollicitaient pour que je puisse organiser également des voyages en avion. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faire de l'aérien, puisqu'à l'époque, il fallait une licence spéciale, une autorisation spéciale pour exercer la profession d'agent de voyage, parce que autocariste, c'était plus simple, on transportait les clients dans nos autocars. Et c'est comme ça que j'ai ouvert mes premières agences de voyage, par la demande de mes clients, en fait, qui souhaitaient faire de l'aérien. Et comment vos parents ont vécu ce basculement? Ils m'ont laissé faire, en fait, tout en étant attentif, puisque je me disais que pour développer, de toute façon, un territoire, il faut l'étendre, puisqu'on était finistériens, on va dire, essentiellement. Et rien de plus facile quand vous habitez, quand vous avez votre entreprise à Châteaulin, de se déplacer vers l'Est, puisque je n'ai pas choisi d'être marin, mais d'être voyagiste. Donc c'est facile d'ouvrir les portes du car à Lorient, à Vannes, à Nantes ou à Rennes pour charger les clients et prospecter et trouver des nouveaux clients. Alors, vous le dites, vous êtes voyagiste, vous êtes mordu de voyage, 200 jours par an à l'étranger. Avant Covid. Avant Covid, évidemment. Pourquoi vous voyagez autant? Quel est le sens que vous donnez à ça? Si vous voulez, j'ai considéré que pour construire les voyages et les rendre accessibles et attractifs, il fallait limiter le nombre d'intermédiaires. Donc j'ai souhaité, moi, d'abord connaître les produits que je vendais, première chose, parce qu'on vend essentiellement ou quasiment exclusivement en production du circuit accompagné à travers le monde. Donc il fallait que je connaisse les destinations.
Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas en achetant une carte et un guide touristique qu'on fait un catalogue de voyage et qu'on devient voyagiste. C'est en voyageant. Donc j'ai énormément voyagé, je continue encore à voyager parce que je ne connais pas tous les pays du monde pour encore. Et cette photo-là, c'était où? Alors ça, ça c'est en Géorgie, Ouais. à Kazbezi, pas loin de la frontière russe. Donc j'y étais il y a 2 ans puisque c'était en septembre 2019. Et d'ailleurs, vous dressez une liste méticuleuse de chaque pays où vous vous rendez. Oui, je note beaucoup de choses. On a combien de pays là aujourd'hui? Je dois être entre pays, territoires, vous savez, il y a 210 pays en gros. Quelquefois, il y en a un de plus, un de moins. J'en ai fait 145, quoi. D'accord. Justement, quand vous dites j'ai fait tel pays, ça veut dire quoi pour Michel Salin? J'y suis allé, j'y suis resté un certain temps pour pouvoir connaître la destination où j'y suis allé des centaines de fois, comme en Russie. Aux États-Unis, pas des centaines, mais aux États-Unis, j'ai dû aller une 50aine de fois. Alors, je retourne essentiellement sur les destinations où nous faisons des volumes importants. Et puis, il y a toujours des nouvelles choses à voir. Il y a, par exemple, une ville comme Dubaï, où les Émirats arabes ont beaucoup évolué, les Émirats arabes unis sur les 5 dernières années. Donc, si vous ne connaissez pas parfaitement vos destinations, vous avez moins de goût pour les vendre. Il faut aussi faire de belles rencontres sur place. Pour des actions de tourisme solidaire notamment, parce que tout ça contribue en fait à l'enrichissement d'un programme et à l'attractivité des voyages proposés. Alors, au vu de la fréquence de vos voyages, on s'est dit que cette application pourrait vous plaire. Vous la connaissez déjà un petit peu. Elle s'appelle GoWiz. Qu'est-ce que c'est, Annick Le Bihan, GoWiz? Eh bien, GoWiz, donc, c'est une solution qui va permettre de supprimer le problème du décalage horaire. En fait, 90% des voyageurs qui vont passer plus de 3 fuseaux rapidement vont avoir ce problème qu'on appelle le décalage horaire. Les symptômes, c'est de l'irritabilité, de la somnolence, des problèmes de concentration. C'est des choses qui peuvent vraiment vous gâcher le début d'un séjour, en fait, quand vous êtes en vacances. Et en fait, cette solution est basée sur ce qui s'appelle la chronobiologie. C'est une discipline médicale. C'est l'étude des rythmes biologiques, en fait. Il faut savoir que notre corps suit un rythme d'environ 24 heures qui est synchronisé principalement tous les jours grâce à la lumière. Alors en fait, c'est le principe de GoWiz. L'application va donner au voyageur un programme à suivre sur des moments d'exposition à la lumière, des moments où il peut dormir et se lever, faire une sieste s'il a besoin, pour pouvoir se resynchroniser très rapidement avec son environnement d'arrivée. Et vous gérez comment, vous, habituellement, le décalage horaire quand on voyage autant? En fait, j'ai appris à essayer de dormir lorsque c'était possible. Quand nous roulions en autocar, quelquefois en double équipage la nuit, quand vous ne conduisez pas, vous dormez. Et donc, quand je suis en avion, je profite du temps passé dans l'avion pour dormir tout le temps. Et quand mes enfants voyagent avec moi, je leur recommande ou j'exige qu'ils dorment pour qu'ils puissent profiter de leurs vacances, de leurs déplacements. Souvent, quels sont les effets du décalage horaire sur le métabolisme? Il peut y avoir des problèmes gastro-intestinaux, il y a des problèmes de concentration. Enfin, en fait, quasiment tous nos organes suivent ce rythme de 24 heures. Donc, on est un peu déréglé de partout et on va mettre plusieurs jours à se resynchroniser avec son environnement. Donc, c'est des moments qui peuvent être. Et Michel Salin disait que lui, il dormait. Est-ce que c'est bon de se dire, non, comme je pars dans un pays, il ne faut pas que je dorme, comme ça, quand j'arriverai, je serai fatiguée et je dormirai la nuit. Est-ce que ça, c'est des choses à faire? Non, en fait, on recommande de partir reposer. Et ce que vous faites, c'est très bien, mais vous avez l'habitude, vous êtes un grand voyageur, et pour ceux qui voyagent qu'une fois par an ou rarement, c'est vrai qu'il y a l'excitation du voyage, on a envie de profiter du vol, voilà. Le stress, les contrôles à l'aéroport. Voilà. Mais je trouve que votre application est très intéressante. Il faudra que vous veniez dans l'entreprise pour nous faire un test et pour qu'on la propose à nos clients, parce que je pense que ça va fortement les intéresser. Avec plaisir. Et quels conseils on peut donner, qu'on peut retrouver sur cette application, par exemple? Les conseils, c'est tout simple, c'est vraiment des actions toutes simples à faire. Le premier conseil, c'est de partir effectivement reposer. La dette de sommeil n'a pas grand intérêt de ne pas dormir ou ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas les choses. Donc boire beaucoup d'eau dans l'avion, en fait. Et ensuite, quand vous partez vers l'ouest, il va falloir prendre la lumière plutôt en fin de journée. Le fait de prendre la lumière en fin de journée va retarder la sécrétion de mélatonine et donc
retarder naturellement votre sommeil. Et vers l'est, à l'inverse, il faudra plutôt prendre le soleil en début de journée pour avancer la sécrétion de mélatonine et donc avancer le réveil. Donc, c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à faire. Et voilà, c'est un programme à suivre. Et des conseils aussi pour ceux qui voyagent avec des enfants ou leurs petits-enfants? Alors, il n'y en a pas encore aujourd'hui, mais c'est une très bonne idée. Ouais, parce que c'est peut-être pas les mêmes en fait, actions effectivement, à mettre en place selon qu'on soit plus jeune ou tout plus à âgé. fait. Vous avez raison, parce que le sommeil est différent suivant l'âge. Ouais. Après, on va implémenter cette application, on va rajouter d'autres conseils, donc sur l'alimentation, sur l'exercice physique, enfin plein de petites choses comme ça. Et effectivement, des conseils pour les enfants, je trouve que c'est très... Et dans le cas d'un Michel Salin qui change de cadran comme de chemise, l'application, elle est prête pour ce type de profil? C'est plus compliqué. En fait, on dit, enfin, le médecin du sommeil va vous dire que quand vous restez moins de 3 jours ou 3 jours sur un lieu lointain, ça n'a pas grand intérêt en fait, de se recaler sur le lieu. Et ça fatigue beaucoup de voyager autant que vous le faites? Si vous vous reposez dans l'avion Ouais. et vous couchez à des heures convenables, Y a non, pas de problème. j'ai toujours été habitué à vivre comme ça. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui est un peu gênant quelquefois, Ouais. c'est le décalage dans les deux sens. Je me souviens que j'étais à Bali quand il y a eu le problème du volcan islandais. Ouais. Je suis rentré précipitamment et je repartais 2 jours après à New York. Donc quand vous avez le décalage dans les deux sens, vous avez 11 heures d'un côté ou 10 heures, plus 8 heures, vous voyez, c'est... plus 7 heures, pardon. Vous voyez, c'est un peu... Ça peut être compliqué, mais bon, il faut se reposer dans l'avion. Il faut dormir dans l'avion. Allez, on va se reposer quelques secondes. On va retrouver Evan, direction Châteaulin dans le Finistère. Il est en compagnie de vos collaborateurs. C'est ici, à Infantec, qu'on prépare les voyages salins dans ce beau bâtiment à Châteaulin, comme tu le disais. Je suis avec Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Evan. Vous êtes le directeur en charge de la production des voyages. Avant de nous expliquer votre métier, qui a l'air quand même super cool, il y a combien de personnes qui partent chaque année avec Salin ? Environ 220 000 chaque année. Bon, alors très bien, ça fait pas mal de monde. Comment est-ce que vous concevez un voyage ? Déjà, comment vous choisissez les nouvelles destinations ? On fait beaucoup de veille sur ce qui se fait, on regarde des reportages, on se renseigne auprès des offices du tourisme. Vous regardez France 3 ? De nos fournisseurs, notamment. D'accord, et donc vous faites de la veille, et après, comment vous brainstormez tous ensemble Voilà, on regarde effectivement les intérêts qu'ils peuvent avoir, les sites, etc. Et puis on travaille aussi en collaboration avec beaucoup de fournisseurs partout dans le monde, ce qui fait qu'on a aussi des relais sur tous les conseils qu'on peut nous donner, parce que ce sont des vrais spécialistes à destination. Et entre nos idées et la réalisation sur place, on prend effectivement des accords. Oui. De façon à essayer de trouver le meilleur compromis et de plaire au mieux aux clients. Quand on voit la taille de vos catalogues, me dites, c'est pas des nouveaux voyages tous les ans. Alors, ce ne sont pas des nouveautés tous les ans. Il y a toute une partie des voyages en fait qui est reprise, qu'on réadapte aussi au gré de l'ouverture d'un musée ou d'un nouveau site touristique. Et ensuite, effectivement, on essaie justement de brainstormer, comme vous disiez, pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles destinations. Et après, ça passe en mode, on organise jour 1, jour 2, jour 3, ça commence à se Exactement. Voilà, donc ça, effectivement, il y a toute la partie rédactionnelle, bien sûr, des voyages. Il y a bien sûr les calculs de prix. Il faut se positionner sur un marché, logiquement. Et ensuite, donc, tout est encodé dans nos systèmes et de façon à ce que ça remonte sur nos sites. Et vous partez faire des repérages sur le terrain pour vous assurer qu'à Miami, justement, il y a des super transats ? Alors, il arrive effectivement qu'on fasse très souvent des repérages, pardon. Donc, on a aussi des chefs de produits dédiés par destination et puis au gré des possibilités que l'on a. Ça, c'est chouette, ces prochains repérages, appelez-moi. On va demander à Jean-Michel de nous rejoindre. Venez, Jean-Michel. Bonjour. Bonjour, Yann. Vous êtes... Jean-Michel, Jacques. Vous êtes, je sais, vous êtes responsable des voyages. Restez avec nous, Jacques. Des voyages pour les groupes. Ça représente quelle part de l'activité de Salin, les groupes, justement ? Alors, les groupes, c'est d'abord les groupes constitués, ce sont des gens qui ont décidé de voyager ensemble, ils sont au moins 10.
et ça peut aller jusqu'à 200, 300. On a une activité un petit peu différente de celle de Jacques, c'est-à-dire que nous, pour le coup, on crée nos propres voyages. On est autonome, c'est-à-dire qu'on a nos clients, on prépare les voyages et on fait voyager les clients. Et c'est environ 2000 groupes par an. Et donc en fait, c'est un peu un voyage sur mesure en C'est fonction du de voyage, l'âge des gens. C'est du voyage sur mesure, donc suivant la population, évidemment, on adapte nos voyages. Hein. On a des entreprises, on a des comités d'entreprise, on a des associations de seniors. Donc évidemment, on réfléchit à tout ça avant de se lancer dans les voyages. Mais on se met autonome là-dessus. C'est quoi le voyage salin de vos rêves? Alors le mien personnellement, Oui. moi c'est traverser l'Amérique du Sud, du nord au sud, Oui. effectivement, Brésil, Argentine. C'est vraiment Ah bah c'est pas mal. ça me fait rêver, mais il faut au moins 3 semaines et tant que je serai en activité, ça va être négocier compliqué. des congés avec votre patron, il vous écoute. Et vous, Jacques, c'est quoi votre voyage? Alors pour moi, le voyage du siècle, évidemment, de Brest à Vladivostok, donc une exclusivité chez nous et qui se fait avec l'autocar. Ah bah que c'est on bien, vous trouvera m'aidez à juste- faire ma transition, puisqu'en effet, on va se retrouver dans quelques minutes pour vous faire découvrir ce voyage du siècle, un bus qui vous emmène de l'Atlantique jusqu'au Pacifique en 49 jours, de Brest jusqu'à l'Oural, à bord de ce bus. Évidemment, il sera un peu plus gros, on va aller le visiter tout à l'heure. Evan, ce voyage dont parle à l'instant Evan, vous l'avez fait J'ai 49 fait jours par tronçon et je suis allé rejoindre, sur les 4 voyages que nous avons faits, Brest-Vladivostok, Atlantique-Pacifique, j'ai rejoint les clients une fois à Oulan-Bator, 2 fois à Saint-Pétersbourg, Oulan-Bator en Mongolie, et une fois à Vladivostok. D'accord. Donc en fait, pour discuter avec les clients, pour se dire quels sont ces voyageurs qui sont prêts à dépenser une somme importante pour traverser l'Eurasie en autocar pendant 49 jours. Parce que je rappelle qu'on peut le faire avec le transsibérien ou en avion, mais en avion, on voit pas grand-chose. Non, ça c'est sûr. Alors vous dites, c'est votre devise, hein, le groupe Salin ouvert sur le monde, et pourtant vous êtes toujours resté ancré dans le Finistère. Pourquoi ? Historiquement, nous étions à Pont-de-Buis, donc nous avons développé l'entreprise autour du siège historique. Ensuite, comme nous D'ailleurs, on avions... voit la photo de ce siège, Voilà. siège Alors, historique. cette photo a été prise en 1952. 34 me dit. Non, Henriette. 34, il y avait une autre photo avant de 34. D'accord. Celle-ci est... Voilà. Et vous voyez le car en haut, là, un isobloc. Oui. Michel Salin, c'était mon grand-père. Il s'appelait Michel également. Ok. Donc, ensuite, nous sommes allés à Châtelain, puisqu'on ne pouvait pas développer l'entreprise d'autocar à Pont-de-Buis. On était dans une rue trop petite rue, il n'y avait pas assez de place pour les garages. Donc, à Châtelain, nous sommes implantés, nous avons redéveloppé le site de Châtelain. Alors, quand vous faites du tour operating au départ de Bretagne, ça pose aucun problème. J'ai jamais eu la volonté d'aller à Rennes, ni à Quimper, ni à Brest. On est très bien à Pont-de-Buis, très bien à Châtelain. Et c'est idéalement placé sur l'axe Quimper-Brest, Carhaix-Crozon, à Donc vous êtes proximité. breton, et ça c'est sûr. Il paraît que vous n'aimez pas le vent, la pluie, Non, la mer, non, je et vous n'aimez n'aime pas naviguer, si je précise. En fait, quand j'étais plus jeune, Ouais. en juillet-août, quand mes parents travaillaient beaucoup et je faisais du vélo, je n'avais pas mon permis, et puis ils me disaient ça serait bien d'essayer la voile. Donc ils m'ont mis pendant 2 années de rang à faire des stages de voile. Et c'est pas ce que j'appréciais le plus. Voilà. Et quand vous êtes forcé à faire quelque chose, donc au final, vous voyez, et comme je n'aspirais pas à voyager vers l'ouest, je me suis dit la route c'est un Oui. chemin plus facile pour moi. Et justement, parmi vos innombrables voyages, quel est celui avec lequel vous avez vécu le plus grand choc thermique ? Commençons par celui-là. Quand vous partez au mois d'août de Kiev, où il faisait 35 degrés, pour aller au Svalbard, au Spitzberg, et que votre valise ne suit pas, parce qu'il y avait des correspondances, et qui fait -5 à Longyearbyen, c'est un peu embêtant. Et le voyage qui vous a le plus transformé humainement ? Vous avez vécu une sorte de choc sociétal ? J'ai été très surpris parce que je connaissais pas trop l'Afrique noire. Je suis allé au Togo, au Burkina Faso, et ça m'a un peu, on va dire, troublé. Voilà. Qu'est-ce qui vous a troublé ? La pauvreté, la gentillesse des gens, paradoxalement, par rapport à leurs conditions de vie. Également le Vietnam, dans certaines régions du Vietnam, on va dire, à l'écart du tourisme de masse. J'ai vu des villages où les gens vivent en autarcie de façon absolument étonnante, des choses que vous ne pouvez pas imaginer.
en Europe. Alors, en tant que défricheur de destination, quand vous arrivez dans un pays, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous frappe à l'œil? On est en mode radar, à tout regarder, tout scanner. La première chose que nous regardons, c'est que le pays soit secure et qu'il y ait des choses forcément à y voir, qu'il y ait une desserte aérienne qui soit satisfaisante, puisqu'aujourd'hui, un client n'est pas prêt à faire 3 sauts de puce pour aller préfère des vols directs. Après, qu'il y ait une infrastructure hôtelière et des guides qui parlent français. Vous voyez, il y a plusieurs ingrédients qui font que vous pouvez faire ou ne pas faire une destination. Après, il y a l'attractivité de la destination par elle-même, quoi. Est-ce que vous faites attention à la nourriture? Alors, si vous voulez, quand vous allez en Mongolie ou que vous alliez en Chine, il faut s'adapter aux coutumes locales. Donc, nos clients le savent et sont de plus en plus intéressés pour avoir des plats qui ne sont pas que français. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Alors, en parlant de cuisine, il y a un chef qui a tenu à vous adresser un petit message, on va l'écouter. Bonjour Michel. J'aurais aimé être présent avec toi, mais je ne peux pas car j'ai des obligations. Alors oui, tu es quelqu'un de formidable. Ça fait très longtemps que je te connais. Et depuis ces années, plus de 25 ans, tu as toujours été un ami proche, toujours quelqu'un qui était fidèle et de bons conseils. Je voulais te faire ce petit coucou et dire que je suis très fier de t'avoir comme ami. D'ailleurs, on a passé souvent de très bons moments ensemble. Tu m'as amené dans les voyages, tu m'as fait découvrir ta passion des voyages, parce que tu es un homme passionné par ton métier. Et je pense que tu es une des rares personnes dans le métier des voyagistes à connaître parfaitement les recoins de telle rue, la statue, la petite maison. C'est assez impressionnant, je l'ai vécu en étant avec toi en voyage et ça m'a toujours marqué. Puis au-delà de ça, aussi ce qu'on partage ensemble, la nourriture, tu aimes faire les bonnes tables et à chaque fois c'est vrai que tu me demandes toujours un conseil pour trouver où est-ce que tu dois aller manger quand tu vas dans tel ou tel pays ou si je connais des amis et à chaque fois je te propose des gens et tu en fais bon usage. Alors Michel, je te souhaite une bonne émission, je te dis à bientôt, tu es vraiment un mec formidable. Merci Olivier. Voilà pour ce petit message du chef étoilé, Olivier Belin. Je vous sens un peu ému. Non, mais c'est un super pote. Ouais. Et j'aurais bien aimé qu'il soit là, mais il ne pouvait pas venir. Ouais. Vous êtes l'ami qui fait voyager ses amis aussi? Oui, Olivier, on a fait 2 livres ensemble sur les recettes du monde. Faire redécouvrir les plats emblématiques de certains pays à la recette bretonne by Olivier Belin. D'accord. Donc il a écrit deux beaux ouvrages. D'accord. On a fouillé dans nos archives. On voulait vous montrer ce reportage de l'INA. C'était en 1998. Un reportage qui montrait à l'époque où est-ce que les Bretons voyageaient à l'étranger. On va regarder. Pour les Français, la semaine de vacances au printemps, c'est sacré. Même s'il y a toujours du soleil, enfin, presque, les Bretons ont quelquefois envie de... Après l'Île-de-France, l'Ouest est la 2e région consommatrice de voyages. Le célèbre esprit d'aventure et de découverte des Bretons commence à la porte des agences de voyage, pour 10% d'entre eux. À Lorient, par exemple, il y en a 12, un chiffre important par rapport à la taille de la ville. Ici, on prépare les vacances d'été, les vacanciers de la mi-saison sont déjà en route. Hors vacances scolaires, ils ont profité des promotions de plus en plus abordables. Destination, les Antilles, toujours, Cuba, Saint-Domingue et l'Asie, au départ de Nantes. Le passage parisien est vraiment un handicap. C'est souvent une condition extrêmement importante. Partir de Nantes, quelquefois c'est même Nantes ou rien. Éventuellement Brest, quand il y a une possibilité sur Brest, mais c'est Nantes qui remporte la palme. C'est vrai que l'aéroport de Nantes offre d'ailleurs beaucoup de destinations. Autre question existentielle d'importance, peut-on voyager en été lorsque l'on vit à proximité d'un littoral merveilleux? Les Bretons répondent oui, et même, comme beaucoup, ils vont au bord de la mer, Méditerranée. Pourtant, pour le soleil, ça n'était pas un poisson d'avril. En 1998. Alors j'imagine que la réponse est oui pour vous. On peut voyager même quand on vit à proximité d'un littoral merveilleux. Oui, mais pas forcément en juillet quand il fait beau chez nous. D'accord. Ce que je pense, c'est quand
quand on voyage en juillet-août, si on n'a pas la chance d'habiter au bord de la mer, faut essayer de rester en Europe quand même, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire. Plutôt que de faire 9 heures d'avion pour retrouver une plage avec une eau pas forcément beaucoup plus chaude. Et Annick Le Billon, est-ce que vous êtes grande voyageuse ? J'aime bien voyager et puis moi je pars à Miami bientôt. Oui. C'est vrai ? Oui. Ah, vous découvrez cette région-là, vous la connaissiez pas ? Si, je retourne. D'accord. Oui. Et on voyait ce reportage en 1998. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement dans nos envies ou nos modes de voyage, Michel Salin, en 15 ans ? Je connais la personne qui parlait, voilà. Ah, vous la connaissiez ? Oui, je la connaissais, forcément. Je dirais que l'aéroport de Nantes, c'est très bien, mais c'est pour du moyen courrier. Hein. Pour du long courrier, il n'y a pas d'autre alternative, on va dire, que de monter à Paris si on veut faire un vol direct. Après, il y a des destinations malheureusement, qui marchent moins bien. Je voyais, première image, le Sénégal. Donc, c'est une destination qui a moins, on va dire, il y a moins de touristes français à y aller. La Turquie également, depuis 5-6 ans. Il y a des régions comme ça qui sont compliqué. toujours boudées. Allez, on part jeter un dernier coup d'œil direction Châteaulin, où nous retrouvons Evan. Oh là là, ça donne envie de partir en voyage, tout ça. Alors, Meryl, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge, vous, de la filiale qui gère les autocars. Les autocars de Grand Tourisme, Donc, tout à fait. Autant dire que chez Salin, c'est une grosse partie du travail. Tout à fait, une grosse partie de l'histoire du groupe également. Ah oui, justement, racontez-nous, ça représente quoi, en fait, les autocars chez vous ? C'est l'activité d'origine du groupe. Et au fur et à mesure des voyages en autocar, ensuite, évidemment, les clients souhaitant voyager encore plus loin, nous sommes passés à faire effectivement le tour operating, l'avion dont a parlé Jacques Calvez tout à l'heure. Et effectivement, mais il y a encore une grosse base de vos voyages qui partent de Bretagne, mais pas que. Bien entendu, pas que, mais de Bretagne aussi, comme la croisière du siècle, on va dire. Et ben voilà, on y vient à ce voyage du siècle, c'est ce bus qui est derrière nous et qui fait un trajet complètement incroyable. Je vous laisse nous en parler. Tout à fait, 16 300 km, 8 pays traversés. Alors on les voit là. On les voit tous, Brest, donc décrits. Stockholm, on est ici, vous voyez, Brest. Oui. Et on va traverser la France, la Belgique, l'Allemagne, ensuite le Danemark, la Suède, la Finlande. Et on va revenir sur la Russie pour traverser intégralement. Eh oui, le Transsibérien. On ira aussi sur le Transsibérien, qui est une spécificité de Pushkin Tour, qui a été dans les premiers voyagistes Salin à mettre en place des voyages transsibériens. Et donc, on a effectivement un voyage qui va faire, pour les personnes qui le font intégralement, 49 jours. 49 jours, on a intérêt à bien s'entendre avec nos Ça se passe bien, parce qu'on en est à la 5e édition en 2022. C'est en 2014 que ce premier voyage complètement atypique a été lancé. Et donc, 2022 sera la 5e traversée. Alors, on va aller visiter le bus. De l'Atlantique à l'Oural. Alors, venez avec moi, approchez-vous, on va aller dans le bus. On va rejoindre le véhicule. Comment on fait quand on est arrivé au bout? On refait le chemin retour en bus aussi? Comme vous l'avez vu, on retourne en avion quand même. Ah oui, donc voilà. Arrivé à Vladivostok, vous chargez des gens pour revenir à Brest. En sens inverse, tout à fait. Ça, c'est malin. Alors, je vous invite à bord. C'est le voyage du siècle et c'est gratuit. Merci, vous êtes formidable. Ah, mais hyper confort, On va s'installer confortablement, donc effectivement 48 places et donc à chaque fois 30 à 35 voyageurs qui, installez-vous. Eh bien, je vais m'installer, bien sûr, oui. Donc 30 à 35 voyageurs, parce que j'imagine qu'on voyage aussi avec une partie de votre équipe. Tout à fait, donc il y a des guides accompagnateurs aussi, il y a déjà 2 conducteurs qui se relaient évidemment tout le long du voyage. Et il y a les guides accompagnateurs à destination ou pendant le voyage pour faire les excursions, les visites et bien sûr la découverte des pays traversés. Bon, rassurez-moi, on ne dort pas dedans la nuit. Bien sûr que non. Donc tous les hôtels sont calés, entre guillemets, prévus au voyage. Donc effectivement, les clients sont juste là pour découvrir et profiter et des paysages et des sites à visiter. Tout le monde doit avoir envie de le faire, ce voyage. Est-ce que vous l'avez testé? Moi, je ne l'ai pas testé personnellement, mais on a accompagné les clients au départ de Brest, puisque les premiers partaient au départ de Brest, et au fur et à mesure donc, de la destination, et même il y a 10 clients qui sont partis de Moscou, vous voyez, pour visiter leur pays. Donc c'est vraiment, en plus, multiculturel, oui, c'est vrai. Et c'est un vrai échange. C'est ça, rencontrer le monde, c'est différentes cultures et différents pays à traverser. Bon, vous, c'est quoi votre destination préférée? Moi, j'aime beaucoup les États-Unis, donc effectivement, ça me plairait beaucoup de. Et ça tombe bien, moi aussi, et j'avais promis d'aller à Miami, donc je propose qu'on y aille en bus. Ah ouais, il y a un petit souci. Bon, c'est pas grave, allez. Bonne journée. Au revoir. Evan, à demain.
Alors, on traverse quand même une crise sanitaire sans précédent, une crise qui a forcément un impact pour une entreprise comme la vôtre. Est-ce que ça a été un énorme coup dur? Est-ce que ça l'est encore aujourd'hui? Ça a été énorme est un petit mot par rapport à tout ce qu'on a vécu. Je ne vais pas refaire la rétrospective de ce qui s'est passé. On commence un petit peu à redémarrer depuis le mois de juin. On va dire depuis le mois de mai, la réouverture des agences de voyage, puisque nous ne pouvions pas exercer et les gens ne pouvaient pas voyager. Il y a beaucoup de destinations qui sont encore fermées, puisqu'on fait beaucoup de longs courriers. Donc aujourd'hui, l'Amérique du Sud est inaccessible. L'Asie du Sud-Est, très grosse destination hivernale. L'Afrique du Sud. Donc les gens ont bien voyagé cet été sur l'Europe, on va dire, un petit peu aussi de destinations. Les territoires ultramarins n'étaient pas non plus accessibles. Voilà. Donc on espère que premier semestre 2022, les destinations vont réouvrir. Le gros signe positif a été quand même la réouverture des États-Unis, même si ça se met progressivement en marche. Mais bon, il y a des perspectives positives. Et on se projette différemment depuis l'arrivée du Covid-19 dans nos vies ou pas? Pour votre entreprise, pour l'avenir aussi? Nous, si vous voulez, ça a été, nous étions en pleine ascension puisque nous venions de reprendre 70 agences, 75 agences de voyage exactement sur l'année précédente. Donc avec des perspectives, de très belles perspectives de croissance. Forcément, ça nous a raté net. Nos salariés ont été contraints de rester à la maison, donc ça a été compliqué pour tout le monde. Nos clients ont empêché de voyager. Voilà, donc si vous voulez, ça fait 1 an et demi que ça dure. On voit enfin le bout du tunnel. La vaccination, forcément, et la réouverture progressive des frontières, les passes sanitaires. Voilà. Il y aura une 4e génération, Salin, aux commandes de l'entreprise? Je ne sais pas. Vous avez une fille et un garçon, je crois. Je verrai, puisque j'ai 2 filles et un fils qui sont bientôt en âge de reprendre potentiellement, ou d'y travailler, parce que reprendre un groupe comme le nôtre, c'est pas évident. Et c'est sûr que la période qu'on a vécue et qu'ils ont vécue avec moi, on va dire, parce qu'ils étaient en stage également à l'étranger, ils ont dû revenir, c'est assez traumatisant et peut-être qu'ils s'orienteront vers d'autres métiers. Je ne sais pas. Pour le voyageur que vous êtes, il y a quand même plus en plus de voix qui dénoncent aussi l'empreinte carbone que peuvent faire les avions. Est-ce que ce sont des sujets dont vous êtes soucieux, qui vous parlent? Oui, on est très soucieux puisque nous avons commencé à travailler sur le sujet dès 2017, on va dire en évitant les vols avec escale autant que faire se peut. Donc nous, notre compagnie de prédilection, c'est Air France, qui d'ailleurs renouvelle beaucoup ses avions pour prendre des avions qui consomment moins, les avions de la nouvelle génération. Également l'empreinte carbone globale, parce que le voyage est un petit peu visé, on va dire. Voilà, et également l'empreinte carbone à destination, où nous faisons en sorte de travailler avec des prestataires qui soient vertueux. Alors, c'est assez compliqué quand vous amenez les gens à Dubaï de parler à vos correspondants locaux d'empreinte carbone, quand vous avez de la clim qui est partout, ou au Vietnam, où il y a d'autres préoccupations que ces sujets-là. Forcément, c'est un enjeu d'avenir très, très important, avec une volonté. Alors forcément, la crise a un peu bouleversé certains sujets, on va dire, d'avoir un carbone neutre s'agissant de nos activités le plus rapidement possible. Il nous reste quelques secondes. Il reste environ une 60aine de nations dans votre liste des pays que vous avez fait. Est-ce que vous pensez un jour pouvoir y arriver, ou est-ce que c'est un objectif? C'est pas forcément un objectif, mais j'ai un ami, André Brugeroux, qui a fait tous les pays du monde et qui a écrit plusieurs livres. La Terre n'est qu'un seul pays. Vous écrirez vous aussi là-dessus, sur vos voyages un jour peut-être? Je n'ai pas pris le temps de le faire. Non, c'est pas forcément. Un objectif en soi pour vous. Mais vous voyez, paradoxalement, je ne suis jamais allé en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Donc il y a encore pas mal de choses à voir. Alors que j'ai fait quelques pays un peu inattendus. Et puis, on ne pouvait pas se quitter en vous posant cette question. C'est quoi la prochaine destination dans les prochains jours? Parce que... je pars à Cancun samedi avec Jean-Michel Caradec, que vous avez vu tout à l'heure, et un gros client pour son prochain voyage européen. Merci Michel Salin d'avoir été avec nous. Merci Annick Lebien d'avoir participé à cette émission. Alors, comme il est de coutume dans notre émission, on va procéder à la traditionnelle photo de famille, parce qu'on immortalise nos rencontres avec nos invités. Vous faites partie maintenant de la famille. Vous êtes formidables. Bienvenue.
Merci. Michel merci. Salin, et merci à vous qui nous suivez. Bonne journée, à demain. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Voilà. Voilà, super. Vous allez pouvoir signer. I never seen